Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Aujourd'hui et demain, 2 émissions complémentaires qui mettent en avant des travaux novateurs sur les femmes dans les sociétés anciennes. Dans l'émission d'aujourd'hui, l'épisode 177, Violaine Sébillotte-Cuchet, professeure à Paris 1, présente le projet Eurycléia, une base de données sur les femmes de Grèce antique qui vise à écrire une histoire mixte de l'Antiquité. Et dans l'épisode 178 que vous pourrez écouter demain, Isabelle Algrin, archéologue, parlera d'archéologie du genre, un champ qui contribue à dissiper les clichés dans la compréhension des rôles masculins et féminins des sociétés anciennes. 2 émissions pour lesquelles vous retrouvez toutes les références de textes cités durant la discussion sur notre site parolehistoire.fr. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, iTunes, Deezer, Spotify, etc. Vous pouvez également donner une note au podcast, contribuer via PayPal à ses coûts de fonctionnement, et nous retrouver en ligne sur le réseau social de votre choix, Twitter, Instagram, YouTube ou Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci de votre écoute et tout de suite, Violaine Sébillotte-Cuchet. Je suis avec Violaine Sébillotte-Cuchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, professeur d'histoire grecque, et vous venez de faire paraître dans la revue Métis un dossier avec un article que vous avez co-signé concernant le projet Eurycléia autour des noms des femmes de l'Antiquité grecque, dont on va parler. Et peut-être qu'avant d'en parler, on pourrait présenter en quelques mots cette revue Métis, qui a une place assez singulière dans le paysage des études antiques et qui est une revue importante. Oui. Une place singulière, je pense que vous avez raison de le souligner, c'est une revue qui, à mon avis, est unique, hein, j'ai osé le mot, unique dans le champ de l'Antiquité et des études sur l'Antiquité, parce qu'elle a une approche anthropologique très très claire, et plus que ça, elle a aussi je pense qu'elle a aussi un projet intellectuel engagé. Elle a été fondée par Jean-Pierre Vernant en 1986, il me semble, en tout cas du milieu des années 80, avec également Nicole Leroux, Salah Yorgoudi, qui est française maintenant, mais franco-grecque, hein, originaire de Grèce, et qui est un projet engagé parce que c'était une réunion de scientifiques qui voulaient rénover en fait le regard sur la Grèce antique, hein, sortir de l'académisme, de l'université et étudier la Grèce antique comme des anthropologues, comme si c'était un terrain neuf, débarrassé en fait de toutes les interprétations de l'historiographie du 19e, du 20e siècle. Et une revue qui est aussi plurilingue, puisqu'on y trouve des articles en français, comme le numéro que vous avez coordonné, mais également en grec, en anglais, en fonction des sujets. Donc ça, c'est aussi une richesse dans ce paysage intellectuel. Oui, la plupart des articles la plupart des numéros, je veux dire, sont plurilingues. Même dans notre dossier, je pense qu'on a au moins 1 ou 2 articles en anglais. Donc, plurilingue avec majorité français, anglais, un peu italien aussi. Et qui est lié aussi au fait que elle a été conçue comme une revue internationale, hein, du fait de sa fondation à la fois à Paris, avec un comité de rédaction basé à Paris, mais en même temps, une maison d'édition qui l'édite, qui l'imprime, plus précisément, à Athènes. Qui l'imprime à Athènes, malgré les difficultés qu'on connaît depuis presque une décennie maintenant en Grèce, autour des problèmes qui touchent les universitaires, qui touchent les chercheurs, qui touchent les revues savantes. Et on est très heureux que cette revue continue d'exister et qu'elle publie ce dossier donc, que vous avez co-dirigé autour de ce projet Eurycléia. Alors moi, ça m'a passionné parce que j'ai trouvé que, notamment l'article que vous co-signez, il arrive à rendre très enthousiasmant quelque chose qu'on pourrait penser ingrat, austère, c'est-à-dire un projet de base de données, projet de recueil patient de données en série. C'est pas forcément ce qui déchaîne les enthousiasmes. Et là, je trouve que c'est vraiment enthousiasmant intellectuellement parce que ça propose du neuf sur l'histoire antique à travers l'idée d'étudier le nom des femmes et de mettre en série les mentions de noms de femmes dans l'Antiquité. Alors, est-ce qu'on peut peut-être d'un mot présenter ce projet avant de revenir plus en détail sur tel ou tel aspect, mais quelle est l'idée du projet que vous avez appelé Eurycléia ? L'idée déjà, je pense que c'est de mettre au jour les actions des femmes de l'Antiquité, parce que trop souvent, on croit que les femmes étaient à la maison, qu'elles étaient enfermées, qu'elles étaient hors de l'espace public, et donc elles faisaient quasiment rien. je caricature. Et donc l'idée déjà, c'est de mettre au jour les documents qui mentionnent des femmes actives, et si on a des documents qui les mentionnent, c'est dans l'espace privé. On n'a pas des archives dans un carton enfermé avec des lettres privées qui raconteraient la vie de tel ou tel. Donc c'est vraiment des documents dans l'espace public. Donc en fait, c'est moins les noms des femmes que les actes des femmes et le regard qui était porté par les contemporains sur ces actes de femmes. Et les noms, en fait, nous servent d'accroche, parce qu'il faut bien qu'on identifie les individus comme étant des femmes. Et du coup, on part du nom pour être certain qu'il s'agit bien d'une femme, et ensuite, on étudie l'action en question dans son contexte, dans sa réception aussi par les contemporains, si c'est possible,
Et ça, effectivement, c'est le cœur du projet et c'est l'objectif du projet, c'est sa raison d'être. Est-ce que vous pouvez dire un mot de l'historique de ce projet, qui a été scanné notamment par un colloque en 2018, mais qui est antérieur? Vous y participez, mais il y a d'autres chercheuses en particulier qui y participent. Est-ce que on peut raconter un petit peu les étapes par lesquelles vous êtes arrivé aujourd'hui à ce numéro de revue, et puis par la suite, évidemment, à d'autres développements? Oui, c'est effectivement des étapes, c'est un petit peu long, c'est tout un processus de maturation. Et de mon point de vue, et je peux parler de mon point de vue, parce que j'étais quand même à l'origine de l'idée de ce projet, c'est devenu d'une insatisfaction en fait des études sur le genre dans lesquelles je m'étais engagée à la fin des années 90, plutôt des années 2000. J'essaie de me souvenir, oui c'est ça, fin des années 90 plutôt. Et insatisfaction parce que en fait on avait l'impression d'être dans une impasse à toujours analyser des discours d'hommes portés sur des femmes. Et on ne sortait pas de cette espèce d'aporie en fait, mais vous ne parlez que d'hommes qui parlent sur les femmes, alors vous ne parlez pas des femmes, etc. Et donc c'est devant ce constat en fait que moi j'ai ressenti vraiment la nécessité d'avoir des documents plus concrets qui fassent apparaître des femmes, je ne vais pas dire sans intermédiaire, il y a toujours un formulaire, il y a toujours quelque chose qui est un intermédiaire, mais une dédicace de femme où une femme dit je dédicace ceci pour un tel dans tel sanctuaire, avec l'argent que j'ai gagné par mes travaux. Ça, c'est un objet concret qui permet de rompre dans cette espèce d'impasse épistémologique, en fait, sur comment on arrive à étudier les femmes quand on n'a que des discours portés sur elles par des hommes. Et ça a été un grand débat, en fait, dans les années 80-90, pour l'histoire des femmes. Ça a été très embêtant, en fait. Du coup, ça vous amène à dire quelque chose qu'on lit pas forcément si souvent. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'invisibilisation des actrices de l'histoire du passé. Et vous tenez un peu le pari inverse qui consiste à dire les femmes ne sont pas si invisibles si on sait où regarder, si on sait quel type de document interroger. Cette problématique de l'invisibilité, vous la prenez un petit peu à rebours d'un certain nombre de discours qu'on entend parfois. Oui, c'est le défi en fait. Le défi, c'est vraiment d'aller, ce que je vous ai dit, mettre au jour. Donc rendre visible des actions de femmes, des femmes nommées. C'est exactement ça le défi. Et la base de données, c'est le lieu en fait qui pourra permettre aussi de prouver que c'est pas à chaque fois une exception. Parce que dans les discours précédents, quand on avait une offrande, on disait oui mais c'est l'exception. Enfin le discours général, c'est quand même celui-ci. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une masse critique de documents qui permettent de contrebalancer le discours majoritaire qui est porté par effectivement les discours que l'on connaît très très bien, transmis par la tradition, par la transmission manuscrite, les orateurs, les historiens, Hérodote, Thucydide, les philosophes, où il y a très très peu de femmes. L'idée, c'est d'arriver à une masse critique, parce que sinon on n'est pas entendu. Et donc si je reviens sur cette question de l'invisibilité, ça veut dire qu'il y a très peu de femmes et qu'elles sont presque de fait invisibles dans la tradition littéraire, mais qu'en réalité, quand on s'intéresse à d'autres types de sources, en particulier épigraphiques, elles sont beaucoup moins invisibles. Mais là, ça demande un travail de mise en série et de collecte pour les rendre visibles, autrement dit pour transformer une invisibilité apparente en visibilité réelle. Oui, il y a deux étapes en fait. À la fois, il y a aller effectivement repérer donc les sources issues de l'archéologie en réalité, parce que c'est des inscriptions, des objets inscrits, et faire un comptage, les enregistrer, les dépouiller, les analyser. On reste toujours avec néanmoins moins de mentions de femmes que de mentions d'hommes. On a des grandes bases de données aujourd'hui à Oxford qui recensent les noms des individus dans le monde grec, toutes les cités, toutes les régions, etc. Et on est de l'ordre un peu en dessous de 10% pour des noms de femmes par rapport à des noms d'hommes. Donc on reste quand même dans ce rapport-là, il faut pas l'oublier, il est aussi significatif de quelque chose dans les sociétés. Mais une fois qu'on a fait ce travail, on voit dans quel domaine elles agissaient, on voit comment elles agissaient, et du coup ça nous permet de relire la tradition, ou alors les sources dites littéraires, de les relire avec un œil neuf, et de s'apercevoir que finalement, derrière les phrases, il y a des non-dits, il y a de l'implicite, il y a des allusions, il y a aussi du bluff ou des stéréotypes qu'on peut pas prendre pour argent comptant, et qu'en réalité, on peut, nous, du coup, imaginer plus de choses que ce qu'on faisait auparavant, quand on n'avait pas la masse des données à côté. Alors on a sauté quelques étapes pour arriver finalement au projet tel qu'il va être, mais il y a eu ce cheminement qui vous a conduit donc d'une insatisfaction devant un peu les impasses de l'histoire du genre tel qu'il fonctionnait à un projet positif de construire des savoirs. Ce projet ensuite il s'est étoffé, aujourd'hui il a la forme d'un carnet hébergé sur Hypothèse qui permet de publier des billets, d'annoncer des événements, de faire des rencontres. Ce colloque de 2018, d'autres chercheurs ou chercheuses aussi qui vous ont rejoint, donc comment ça s'est un petit peu étoffé ? Alors on a donc créé un groupe
2014-2015 à peu près, avec donc tout le tralala qui va avec, dépose de projets, financement, patati patata, parce que le groupe... Tout ce qui fait le plaisir quotidien des universitaires, c'est monter des projets, déposer des dossiers, c'est vraiment ce qu'on préfère faire. Voilà, bien sûr que non, mais on est obligé de le faire si on veut un petit peu inventer quelque chose, se donner des moyens d'une certaine autonomie, et aussi créer des ponts avec des chercheurs qui sont pas dans les mêmes équipes de recherche. Là, en l'occurrence, il y a un noyau dans l'équipe parisienne à laquelle j'appartiens, Anima, mais et moi je suis vraiment héritière aussi des travaux qu'on fait avant moi dans cette équipe et dans l'université à laquelle j'appartiens, des quelqu'un comme par exemple Pauline Schmidt-Pantel. Là, vraiment, je me sens directement l'héritière en fait, même si évidemment on travaille maintenant un peu différemment, mais c'est normal, c'est les évolutions. Elle est interviewée d'ailleurs dans le numéro de revue. Absolument. Et puis après, les ponts, parce que on n'est pas si nombreux en fait à avoir le même objectif de recherche sur ce domaine-là. C'est comme un petit monde, les chercheurs sur l'Antiquité grecque en France, même à l'international. Et du coup, on a monté un groupe donc avec une collègue à Strasbourg, Sandra Beringer, une collègue à Toulouse, deux collègues à Toulouse, Adeline Grand-Clément et Sandra Perret-Noguès. Et donc à toutes les trois, avec des compétences un peu différentes, des spécialités un peu différentes, on s'est retrouvés et on a fait des ateliers. Donc des ateliers sur des thématiques, récemment sur l'esclavage, sur l'Égypte. Donc on invite au fur et à mesure pour ces ateliers des spécialistes qui nous permettent d'enrichir un peu notre palette, de nous permettre aussi de découvrir d'autres documents, parce qu'on connaît pas tous les types de documents, chacun d'entre nous, et effectivement de faire des rencontres, des réunions, des colloques, des ateliers, etc. et des publications diverses. Donc on a publié quand même pas mal de choses depuis 2000. On peut dire que 2011 ça a été l'étape aussi de lancement de la méthode. Avec Sandra Beringer, on a dirigé toutes les deux un petit groupe de chercheurs pour éditer ce volume qui s'appelle Hommes et femmes dans l'Antiquité, ou femmes et hommes, je sais plus, dans l'Antiquité, le genre méthode et documents, voilà, c'est ça, dans lequel en fait c'est très programmatique pour nous finalement. On a déplié la méthode, comment nous voulions étudier ces mentions de femmes, et comment on l'inscrit dans une approche de genre, c'est-à-dire de comparaison et de mise en question finalement de est-ce que ces individus, je dis bien des individus, agissent en tant que femmes ou en tant que autre chose, donc réfléchir sur les fonctions des individus et donc relativiser la part du sexe dans les actions qui sont menées par les individus et les fonctions qu'ils occupent dans la société. Et petit à petit, donc, on a édité différents dossiers dans des revues, etc. Le colloque de 2018, qui a été un colloque important, duquel est issu donc le dossier que vous mentionnez dans la revue Métis, qui vient de sortir en décembre 2020. Comment vous avez trouvé le nom Eurycléa, qui est très joli et qui est très significatif ? C'est un nom, donc c'est le nom de la nourrice d'Ulysse qui l'accueille dans l'Odyssée et qui est un personnage intéressant parce que c'est une subalterne. C'est une nourrice, on ne sait pas trop son statut, plutôt esclave, mais peut-être anciennement libre, et une femme dont le nom signifie quand même la gloire, la grande gloire. Donc c'est très intéressant pour nous comme manière de poser le problème. Comment restituer en fait une voix et une gloire aussi, une valorisation à ces femmes qui ont dans l'historiographie, y compris ancienne, l'historiographie traditionnelle, et Hérodote, encore que lui, il en parle un peu plus, mais Thucydide, et puis après les philosophes, etc., n'en parlent pas, ou seulement d'une certaine manière. Donc ça, c'est emblématique. Et ce nom, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est une collègue qui l'a trouvé à l'occasion d'une petite réunion où je me souviens très très bien, j'étais avec elle et un autre collègue et je leur ai dit voilà, j'ai un projet, j'ai pas trouvé de nom, est-ce que c'est pas une idée, je leur ai exposé le projet et elle a trouvé ce nom. Comme sous-titre de l'article qui évoque ce projet dans ce numéro de la revue Métis, vous parlez d'une histoire mixte. Ce serait quoi une histoire mixte, par opposition ou à côté de l'histoire des femmes ou de l'histoire au sens plus courant? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme? Et derrière ça, je mets tout simplement le rééquilibrage de la manière d'écrire l'histoire, puisque jusqu'à présent, tout le monde l'a constaté, vraiment, l'histoire est surtout une histoire écrite à propos des actions réalisées par des hommes. Je dis pas tous les hommes, bien entendu, des hommes. Et du coup, ce qu'il faut faire à présent, ce que nous on fait, la première étape pour rééquilibrer, c'est de travailler sur les femmes. On va apporter la documentation, mais la perspective, c'est bien une histoire globale, une histoire sociale
mixte donc, des hommes et des femmes, puisque les femmes ne sont jamais isolées, bien entendu, que leur action, elle s'inscrit dans des réseaux de familles, de statuts sociaux, elles appartiennent à l'élite, elles sont citoyennes ou non, elles sont propriétaires d'esclaves ou affranchies, et finalement, quand elles agissent dans leurs actions, elles agissent pas en tant que femmes, en tant que propriétaires d'esclaves, comme un homme propriétaire d'esclaves, elles affranchissent de la même manière, par exemple, des esclaves que des hommes. Donc, en fait, l'intérêt, c'est une histoire mixte, c'est de pouvoir comparer avec ce qu'on connaît déjà pour les hommes, mais d'y insérer les femmes. Parce que très souvent aussi, dans le discours des historiens, c'est qu'on parle au neutre générique, les propriétaires d'esclaves, les affranchis, et puis on met à part et les femmes. Mais non, en fait, les femmes, elles sont évidemment dans toutes ces catégories qu'on a d'abord énumérées. Mais on les énumère d'abord avec ce neutre générique masculin, en fait, pas neutre générique, qui fait qu'on pense aux femmes après et à part. Donc nous, tout le travail, c'est vraiment de les réinstaller là où elles étaient, en réalité, c'est-à-dire dans toutes ces strates. Et à l'égal, je veux pas dire à l'égal, l'idée c'est pas de revendiquer quoi que ce soit, mais c'est de voir dans quel contexte la question du genre va être déterminante. Et du coup, de réévaluer aussi tous les stéréotypes de genre, la manière dont la littérature a été écrite, et de comprendre dans quel contexte ça a été produit, et donc de délimiter un peu plus la portée de ces affirmations. Écrire cette histoire mixte, à terme, une fois que le projet est lancé, que la base de données permet de recueillir des données, à terme, ça pose aussi des défis d'écriture, pour ne pas, quand on écrit un manuel, par exemple, que les femmes soient dans le petit c du grand 2 comme une catégorie à part, mais justement, d'écrire tout du long quelque chose qui puisse avoir de la mixité, c'est pas simple à concevoir. Non, mais c'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif. C'est effectivement, alors bon, l'écriture inclusive, c'est parfois un petit peu lourd, mais il faut en passer par là, en tout cas dans l'esprit. Je veux dire, il faut vraiment dans l'esprit avoir ça en tête, c'est-à-dire que quand on parle des citoyens, on parle aussi des citoyennes, on va les voir, on va les chercher. Et on va voir comment se répartissent les fonctions, si c'est selon citoyens-citoyennes, si c'est selon des familles de l'élite qui ont déjà occupé des fonctions. Pour les prêtrises, par exemple, on sait que les prêtrises patrimoniales, il y a des prêtresses qui occupent des fonctions d'autorité dans des sanctuaires, parce qu'elles appartiennent à certaines familles, comme pour des hommes. Et donc ça permet aussi de relativiser la césure du sexe, ou du genre, en tout cas du sexe, de la relativiser pour l'articuler avec toutes les autres différenciations sociales qui sont très souvent, en tout cas qui sont au moins aussi importantes. Et l'enjeu aussi dans cette histoire mixte, c'est pour ça que c'est une histoire mixte, c'est quand même aussi qui a aussi une visée, c'est aussi d'essayer de comprendre où joue le genre. Dans quelles conditions vraiment c'est quelque chose qui est discriminant, et dans quel contexte ça ne l'est moins ou pas du tout. Dans quel contexte c'est une domination, dans quel contexte c'est un élément plus d'arrière-plan d'une vie sociale qui se déroule suivant d'autres clivages ou d'autres enjeux. Voilà, et qui n'est pas forcément déterminant ni pour accomplir l'action, ni pour l'évaluation de l'action de la part des contemporains. Et je veux pas dire que le genre ne joue pas comme un glacis général, et là je parle plutôt de la rhétorique, du langage, c'est-à-dire que cette grammaire du genre qui a été très très bien décrite dans les années 80-90, ça fonctionne, le masculin, le féminin, pour décrédibiliser des hommes, ça fonctionne toujours comme grammaire. Mais en tant qu'individu, pour les individus, il faut aller voir plus précisément comment ça fonctionne sur le terrain, à proprement parler. Cette collecte d'individus, ça passe par un projet de collecte de mentions de noms, de documents qui portent ces noms. Ça s'inscrit à la fois dans une tradition prosopographique, sans être tout à fait de la prosopographie. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur des grandes entreprises du passé qui ont conduit des chercheurs sur l'Antiquité romaine et grecque à collecter, par exemple, les noms de sénateurs et de chevaliers romains, à collecter les noms de citoyens athéniens. Il y a eu déjà des grandes bases de données qui ont été faites. À la fois, c'est très important que ça existe, et votre projet n'est pas tout à fait identique. Oui, moi je dirais même qu'il est complètement différent. Ça n'a vraiment rien à voir avec la prosopographie. Et c'est vrai qu'au début, on n'était pas très clair là-dessus, parce que nous-mêmes, en fait, on tâtonne quand on écrit un projet, quand on le met en place petit à petit avec les ateliers. On a mis vraiment beaucoup de temps pour avancer sur la méthode, pour être bien certaine de ce que l'on visait. Mais c'est pas du tout une prosopographie. Une prosopographie, en fait, c'est la reconstitution des itinéraires de vie des individus. Et donc, la première chose, c'est on reconstitue la famille pour voir le fils, le père, l'oncle, etc., les réseaux familiaux. Et on restituait aussi en premier les carrières.
carrière donc sénatoriale pour hommes, les carrières civiques dans les cités grecques. C'est des entreprises qui ont débuté tout début du XXe siècle et qui se focalisaient sur d'abord une littérature écrite, puis très vite l'épigraphie quand même, mais avec ce dont on disposait, c'est aussi les grandes fouilles, elles ont commencé à la fin du XIXe siècle, donc tout ça s'est fait progressivement. Et l'historiographie à ce moment-là, elle était quand même très tournée vers l'histoire politique, l'histoire institutionnelle, et la prosopographie, c'est ça son ancrage. Du coup, pour le monde grec, qui nous intéresse, les premières prosopographies, c'est 1901-1903, et c'est un ouvrage qui rassemble à peu près, je dirais 15 000, je ne sais plus tout à fait, 15 000 noms d'individus. On est à Athènes. C'est la Prosopographia Attica de Kirchner. C'est ça, absolument. 15 000 noms à peu près, on est à Athènes, et ce sont uniquement des citoyens, donc des hommes libres. Donc comme image de la société athénienne, on en est vraiment très très loin. Ok, c'est vraiment un petit bout de la lorgnette, mais parce que c'est ça qui intéresse, il faut bien commencer par quelque chose. Donc très bien. Au fur et à mesure, il y a eu donc de plus en plus de fouilles dans les années 30, etc. Et donc on avance et les données se sont multipliées. Mais on est resté pour les cités grecques, on est resté sur Athènes, on est resté sur l'agora, donc le lieu de l'activité politique, et où on a trouvé aussi les tessons d'ostracisme et donc des hommes politiques à chaque fois. Et je crois que c'est dans les années, c'est vraiment tard. Alors bon, il y a eu les années 30 avec les années 30 l'entreprise des Américains. Il y a eu les années 70 avec Trail qui a fait aussi une protopographie en ligne dans les années 70, très encore masculine, politique. Et en fait, il faut attendre les Anglais, les Britanniques, Oxford, l'entreprise du Lexicon of Greek Personal Names. Alors, je veux plus dire de bêtises, je crois que c'est les premiers volumes années 90, je suis plus tout à fait certaine, et la mise en ligne ensuite qui a suivi année 2000, et c'était vraiment un outil extrêmement important, qui est bien plus exhaustif, qui d'abord est sorti d'Athènes, donc il y a eu aussi ça, sortir de l'athénocentrisme, parce que la domination des sources athéniennes, c'était une domination littéraire. Donc Hérodote, Thucydide, Platon, les philosophes, le théâtre tragique, dont on ne savait pas trop quoi faire d'ailleurs, puisqu'il y a des personnages de femmes, mais c'est quand même que des personnages, c'est de la fiction. Donc il a fallu sortir d'Athènes, et là en sortant d'Athènes, on prend d'autres cités et intégrer les femmes. Et ça, le LGPN intègre les femmes, donc à peu près 50 000 mentions de femmes. Et du coup, mais on n'a pas encore non plus intégré les esclaves. Et c'est pas facile, l'identification. Tout ça, c'est des travaux quand même très compliqués pour identifier le statut de ces individus. Mais on reste toujours dans la catégorie des libres, donc on ne représente pas toute la société. On reste, mais on n'est plus dans une domination attique. Là, vraiment, on a élargi le champ et les femmes sont incluses. Mais tout ça, c'est vraiment récent, vous voyez, très récent. Et du coup, en quoi vous avez choisi de ne pas faire justement de la prosopographie ? Quels sont les décalages ? On l'a déjà un petit peu dit avec l'idée de mettre en contexte le nom, de le relier à des pratiques, mais en quoi l'angle quand même est différent ? Alors, on pourrait dire quelque part que les biographies de ces femmes ne nous intéressent pas du tout. Donc nous, les itinéraires, reconstituer leur vie, ça nous intéresse pas du tout. C'est un peu faux ce que je dis, je caricature. Parce qu'évidemment, plus on a d'éléments sur la personne qui est nommée, plus ça nous intéresse quand même. Mais disons que c'est pas notre objectif, contrairement aux entreprises de prosopographie. Mais vraiment pas du tout. Nous, ce qui nous intéresse véritablement, c'est dans la mention du nom, c'est sur quel objet, déposé à quel endroit, pour quelle visée pratique dans la société dans laquelle ça a été produit. Donc c'est vraiment l'acte qui est enregistré. Pas seulement ce qui est écrit, mais aussi l'acte même d'enregistrer ce nom et de le poser à cet endroit-là, dans ce contexte-là. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret, par exemple, dans un sanctuaire, pour illustrer cette démarche ? Oui, par exemple, une citoyenne, Xénocratéa, qui va, alors peut-être une prêtresse, on n'en sait rien au fond, mais dont on a conservé un bas-relief avec une inscription, un bas-relief sculpté assez riche qui montre une assemblée divine et probablement elle-même avec un enfant, et elle dédie ce bas-relief, cette stèle aux divinités du lieu, peut-être un sanctuaire qu'elle fonde près de la rivière, Céphise en Attique, et elle explique qu'elle fait sa dédicace, ce don aux dieux, qu'elle va même fonder un autel, donc un sanctuaire, pour remercier les divinités pour les bienfaits qu'elles ont accordés à son fils. On ne sait pas exactement la nature de ces bienfaits. On sait juste qu'elle se présente, alors ce qui nous intéresse nous, c'est qu'elle se présente comme citoyenne, c'est-à-dire qu'elle donne le nom de son père, elle est une femme libre, qu'elle donne le démotique de son père, donc il est inscrit dans un dème, donc dans la cité athénienne il a une fonction civique. Elle donne à son fils, porte le nom de son père à elle, donc elle ne mentionne pas de mari,
On ne sait pas si elle est veuve, on ne sait pas si c'est une fille épiclaire, qui n'aurait pas eu de frère, qui était héritière. Elle mentionne pas de tuteur, curios, c'est vraiment hyper intéressant, et elle est capable, elle, de commanditer un objet très riche. Il est exposé aujourd'hui au Musée national d'Athènes. Un objet très riche qu'elle a commandité auprès d'artisans réputés, il est très 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 finement sculpté, et d'appeler les passants à venir commémorer avec elle et les divinités qui sont honorées dans ce lieu. Donc c'est une femme, tout ce qu'il y a de plus bonne société, qui a les moyens en fait d'agir en public financièrement, probablement sur ses propres fonds, puisqu'elle ne mentionne personne qui l'aide ou qui l'accompagne, elle parle en son propre nom. Et donc ça contredit l'image que par exemple Thucydide a laissée à la postérité quand il fait dire à Périclès oui, les femmes, votre plus grande gloire vous l'aurez en restant silencieuse, et qu'on parle le moins possible de vous en public, etc. Elle est vraiment en public, et c'est une femme de bonne vie, de statut élevé dans la cité. Pour analyser ce document de façon pertinente, il faut aussi être capable de repérer points communs, différences avec le même type de dédicace qui serait faite par un homme, et de repérer finalement que là, la coupure du masculin du féminin, elle est opérante ou pas. En tout cas, on ne peut pas étudier uniquement ça du point de vue féminin, il faut aussi le mettre en lien et en série avec l'équivalent du côté mieux connu masculin de la société. Absolument, tout à fait. Il faut faire systématiquement ce travail-là. Donc, comparer avec les offrandes faites par les hommes, comment ils se nomment, eux. Est-ce qu'ils utilisent le patronyme comme elles ? Est-ce qu'ils font des offrandes pour le même type de bienfaits rendus par les divinités ? Est-ce qu'ils s'adressent aux mêmes divinités ? Ça c'est quelque chose qu'on peut faire pour les dédicaces en général. Alors on peut trouver des sanctuaires plutôt féminins ou des sanctuaires plutôt masculins, mais quand même c'est des pratiques mixtes en fait. Ça, les dépôts d'offrandes, comme les épitaphes. Alors on a beaucoup de mentions de femmes dans des épitaphes, les stèles funéraires. Il y a bien sûr des différences dans la manière de représenter une femme avec même le vêtement et des objets qui lui sont associés, que ce soit une boîte, un bijou, et les adjectifs qui lui sont accolés. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est au-delà de ces différences sur lesquelles on a souvent beaucoup insisté dans l'historiographie plus récente, au XXe siècle par exemple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui de travailler aussi sur les capacités de ces femmes. On peut toujours voir les différences, bien entendu, mais montrer aussi qu'elles avaient l'accès à cette agency dans l'espace public, sans oublier les contraintes institutionnelles. C'est vrai qu'elles vont pas à l'Assemblée, elles vont pas voter les décrets, elles vont pas avoir des fonctions à la guerre. Donc il y a des réelles contraintes, on ne va pas les nier, on en tient compte. Mais ce qui nous intéresse pour faire avancer la recherche, pour aller plus loin, c'est de voir aussi ce qu'elles pouvaient faire, parce que là-dessus on a beaucoup de travail, ça a été beaucoup moins étudié. On a parlé des sanctuaires, il faut dire au passage que vous n'allez pas recueillir les noms de déesses, qu'on parle de femmes réelles et concrètes. Oui. Il y a beaucoup de travail à faire sur les femmes qui ont existé. Donc, on laisse de côté les déesses. C'est très compliqué, les divinités. En même temps, c'est hyper instructif parce que du côté des divinités, on s'aperçoit que des divinités vont, quand on parle de fonctions, puisque c'est ce qu'on fait avec les femmes, occupent des fonctions dont on aurait pu s'attendre à ce qu'elles soient remplies par des hommes. Des déesses à la guerre, on en connaît. Des déesses dominatrices, c'est évidemment le propre même de la divinité, c'est de la puissance. Qui arbitrent, qui prennent des décisions de justice. Exactement. Qui font du mal aux pauvres petits héros, qui sont bien petits quand il y a une déesse en face d'eux. Donc c'est intéressant, c'est très suggestif. Là-dessus, on a plus travaillé, je pense, même dans le volume l'histoire des femmes en Occident qu'a dirigé Pauline Schmidt-Pantel, l'article de Nicole Laureau sur qu'est-ce qu'une déesse. Elle a vraiment déjà travaillé beaucoup cette question, ouvert les pistes sur cette. Mais c'est très suggestif aussi pour nous, plutôt que de laisser ça du côté des divins, dire oui, mais c'est les déesses, etc. Suggestif pour se dire oui, mais quand même, est-ce que ça nous dit pas quelque chose aussi de l'agency en fait des femmes, ou du fait que le fait d'être une femme n'est pas forcément toujours le handicap pour tous ces domaines-là de la vie sociale. Donc ça, c'est dans la tête, se dire, il y a peut-être, ça doit débloquer quand même peut-être aussi notre manière de comprendre des répartitions que parfois on a tendance à trop genrer, et se dire, elles sont peut-être aussi légitimes parfois dans certains domaines auxquels on s'attendrait pas à les trouver. Et du coup, nous, l'enquête vraiment très important, histoire sociale, les femmes qui ont existé, parce que c'est de ça dont on a besoin. Est-ce qu'on arrive toujours à repérer en première lecture qui est une femme, qui est un homme dans les documents, avec la simple mention du nom ? Pas toujours. C'est une question... Là, c'est compliqué.
parfois, parce qu'il y a il y a des dialectes, déjà, avec donc des terminaisons pour les noms qui sont parfois masculines, parfois féminines. Il y a dans les inscriptions, par l'inscription, il y a des lacunes, donc des lettres manquantes. Donc les terminaisons en is peuvent être masculines ou féminines, ça dépend de l'accentuation, on n'a pas l'accentuation. Les terminaisons manquantes, nous souvent, ça va être un eta ou un alpha à la fin, on va se dire c'est une femme, sauf que quand la fin du nom manque, il faut se fier au contexte textuel, en fait, pour restituer. Heureusement, si on nous dit quelque part que c'est la fille de un tel, ou qu'elle a un curios qui est un tel, ou que son mari est là, ouf, on est sauvé. Mais voilà, c'est le genre de petites travail. Et puis quand on a des doutes et qui sont vraiment insolubles, parce que ça arrive, on va pas les traiter. Je crois qu'il faut vraiment se garder de les traiter. Mais sinon, il faut faire appel quand même à des philologues et des dialectologues aussi. Moi, parfois, on a collègues dialectologues, au secours, est-ce que là, Damonassa, c'est bien une femme? Je suis en Akos, en dialecte dorien. Est-ce que tu peux m'assurer que c'est une femme? Quand il me dit oui, c'est bon, ouf, génial. Est-ce que vous avez des objectifs numériques, statistiques, d'arriver à une certaine taille critique pour pouvoir ensuite faire mouliner la base et en sortir des preuves, des calculs, des données numériques? Oui, j'ai des objectifs numériques, mais je peux pas vous dire quand est-ce que je vais les réaliser. Alors en fait, le problème, là, c'est la question technique et des financements, parce que je suis pas capable, moi, de développer la base moi-même. Il faudrait peut-être que je le fasse, mais j'avoue que je ne le fais pas, d'aller me former à des bases qui pourraient correspondre peut-être à ce que j'ai en tête, au modèle que j'ai en tête. Donc bon, actuellement, on a un informaticien dans mon équipe de recherche qui nous aide, qui travaille sur la base, mais il a beaucoup d'autres choses aussi à faire. Il n'est pas dédié à ce projet-là, donc c'est normal. On travaille avec le peu de ressources humaines aussi qu'on a. Mais oui, l'objectif, c'est d'avoir déjà 1 millier de noms de femmes, de mouliner, d'avoir des régions différentes. Donc d'avoir des régions différentes, d'avoir des types de sources différentes, des papyrus, de l'épigraphie funéraire, de l'épigraphie religieuse, des textes d'Athènes de la transmission manuscrite, pour voir justement à la fois bien localiser quand on est plutôt du côté de stéréotypes qui viennent d'un certain lieu, bien identifier les provenances, et puis quand on aura pour pouvoir comparer en fait non seulement les régions, non seulement les périodes chronologiques, mais aussi pouvoir comparer les pratiques discursives. Dans quel type de pratique on a plutôt tendance à présenter les femmes comme ceci en groupe déjà, et dans quel type de pratique on se fiche un peu de leur sexe. Par exemple, quand on a des actes de vente ou des actes de terrain à Athénos dans l'Égée, dans une île de l'Égée. Au début, il y a un intitulé de l'inscription qui nous dit voilà les locataires, les preneurs de terre et les acheteurs et les vendeurs. Donc c'est du générique pluriel. On peut s'attendre à ce que ce soit a priori, on se dit traditionnellement, ce sont des hommes, évidemment, mais sauf qu'à l'intérieur, il y a des hommes et des femmes qui interviennent, comme acheteurs ou comme vendeurs. Et donc, là, pour le coup, le genre ne joue pas. Donc, c'est intéressant de voir si c'est dans... on a parlé des dédicaces, des stèles funéraires, des actes de vente, des locations de terrain, des décrets publics honorifiques, comment elles sont présentées, est-ce que c'est vraiment différent ou pas? Oui, il y a des différences parfois, mais il faut préciser, en fait, dans chaque type de pratique. Et alors, si, ou plutôt quand, ça va se concrétiser, parce qu'on espère que ce projet va pouvoir suivre toutes ces pistes que vous développez, vous imaginez quelque chose qui sera en accès libre, qui sera ouvert comme outil, parce qu'il y a également des dictionnaires linguistiques ou des répertoires de textes, etc., qui ne sont pas tout à fait en libre accès. C'est un gros enjeu, de toute façon, pour tout ce qui est base de données scientifiques. Donc, comment vous voyez les choses ? L'enjeu, c'est véritablement de rentrer dans l'open science, c'est base ouverte. Mais c'est pas simplement parce que c'est utile pour les utilisateurs, enfin c'est plus pratique pour les utilisateurs. Évidemment, c'est un élément à prendre en compte, vraiment tout à fait fondamental. Mais c'est aussi parce que il faut qu'il y ait un échange des données. En fait, l'idée, c'est que cette base de données, elle va pouvoir renvoyer à d'autres bases. Par exemple, elle va pouvoir renvoyer à la base sur les noms d'Oxford. Elle va pouvoir renvoyer aux bases sur les inscriptions. On n'a pas besoin d'éditer les inscriptions, mais on pourra directement aller voir l'inscription sur les autres bases qui existent. Elle pourra renvoyer à la base sur les papyrus. Donc pour les documents, en fait, l'idée, c'est de pouvoir circuler entre des bases différentes. On peut même imaginer les vases, toute une sorte d'interopérabilité des bases. C'est ça le rêve, c'est l'interopérabilité. Donc pour ça, il faut rentrer tous dans le même régime de sciences ouvertes. Oui, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif.
Alors on va avancer brique à brique, petit par petit bout par petit bout, en fonction des financements qu'on va pouvoir obtenir. Je pense par dossier, par comparaison, mais c'est ça effectivement l'objectif. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi ça peut ressembler comme interface, comme moteur de recherche, comme type d'indexation? Ce sera interrogeable de différentes manières, j'imagine, peut-être par région ou par type de document. Donc vous avez commencé un petit peu à réfléchir à tout ça, parce que c'est des choses, généralement, il vaut mieux réfléchir au début pour partir sur de bonnes bases. Oui. On a fait un cahier des charges pour établir la base de données, donc ça nous a pris beaucoup de temps. On a fait beaucoup d'ateliers de travail avec des doctorants, avec des collègues. Chaque fois qu'ils venaient avec leur propre matériel, pour pas les faire travailler sur autre chose que ce sur quoi ils travaillaient, et juste repérer les femmes qui étaient dans leur matériel. Donc c'est pas très compliqué, en fait, tout le monde en a, mais juste il faut y penser, les mettre ensemble. Et on s'est dit que effectivement le moteur de recherche devra intégrer à la fois la chronologie, les régions, la géographie, les métiers aussi, les âges, les catégories d'âge, les noms tout simplement, par ordre alphabétique, les noms. Les statuts aussi, citoyens, libres, esclaves, etc. On peut vouloir interroger ce genre de choses. Les fonctions remplies, prêtrise, des fonctions donc remplies par les femmes qu'on a trouvées, les épitaphes, etc. Donc les types de sources. Je pense aussi, on aimerait bien aussi faire sur ce portail des visuels, c'est-à-dire arriver à avoir des chronologies, un peu des masses, pour qu'on voit à peu près à quel endroit on a la présence du tuteur, par exemple, le Curios. Dans quel type de document est visualisé? Est-ce qu'il est plutôt avoir une sorte de schéma visuel, plutôt dans des décrets publics? Est-ce qu'on va le trouver, on va pas le trouver sur des dédicaces? Mais ça serait intéressant de le voir visuellement tout d'un coup, de se rendre compte de ça, ou dans la chronologie, de voir s'il apparaît plutôt au 5e, 4e, ou est-ce qu'il y a certaines régions où il apparaît, pas d'autres. Donc des cartes, des chronologies, des frises. Et probablement, j'ai dit qu'on n'était pas pour les biographies, les itinéraires individuels, mais quand même, c'est sympa d'avoir des portraits. Donc, et parfois, on en a vraiment des documents qui permettent de le faire. Et donc, je pense qu'on aura aussi une petite galerie avec des portraits de femmes. Et puis aussi, peut-être, moi, je pense que ça serait aussi intéressant pour un ou deux documents, des textes souvent qui sont un peu plus charpentés, on a plus de choses, de repérer les points de vue concurrents sur une même action de femme. Pour voir comment est-ce que un même type d'action, en fait, ou une même action peut être valorisée par un personnage, dénigrée par un autre. Et je pense à Artémis qui participe à une guerre du côté de l'armée perse contre les Athéniens. C'est intéressant de voir comment Hérodote la met en scène, et en fait il fait parler différents personnages, et on voit qu'il y a des points de vue différents, ce qui nous permet, nous, de complexifier notre rapport aussi aux actions des femmes, de pas se contenter simplement tout de suite de dire puisque c'est une femme, elle a été à la guerre, donc c'est mal vu, et donc c'est intolérable, de voir les points de vue coexistants. On l'a pas dit, mais c'est un projet qui se veut vaste dans le champ chronologique. On s'enferme pas dans la période classique. C'est quelque chose qui mérite d'être pensé dans une longue durée pour justement faire apparaître des ruptures documentaires, des ruptures sociales, des ruptures des rôles masculins, féminins, etc. Oui, ça c'est absolument obligatoire. On peut pas faire ce projet uniquement sur la période classique. On est obligé d'avoir une ouverture chronologique suffisante pour intégrer tout le matériel dont on a parlé, archéologique, et je dirais même jusqu'à l'époque impériale. C'est-à-dire que donc tous les contextes politiques, finalement, cité, royauté, empire romain, tout ça, ça doit pouvoir entrer en ligne de compte. Alors ce que je vous dis là, c'est complètement du rêve, évidemment. Il faudrait, c'est du rêve. En réalité aussi, l'idée de partir, alors d'un point de vue scientifique, c'est fondé d'ouvrir pour ces questions documentaires et pour les questions historiques que ça pose, sur aussi les questions d'évolution, de rupture chronologique. Mais en même temps, c'est aussi un point de vue pratique. C'est qu'en fait, quand on n'a pas beaucoup de moyens, il faut que les gens aient envie de travailler avec nous sur le projet. Et pour qu'ils aient envie de travailler sur le projet, il faut pas trop les détourner de leurs propres objectifs scientifiques, faire avec ce qu'ils ont dans leur mallette. Et du coup, nous, on peut pas se permettre de dire non, toi tu vas travailler là-dessus, là j'ai un trou donc je veux que toi tu travailles là-dessus. Impossible. Donc pour en fait recueillir des collaborations intéressantes et intéressées, on fait avec ce qu'on a. On va avoir des trous. Tant qu'on va travailler comme ça, de manière brique par brique, avec des petites par étapes, on va avoir des trous. Et puis, un jour, on espère que nous ou d'autres compléteront. Et c'est une entreprise de longue haleine. Et je pense que c'est collectif forcément. Et c'est pas. J'espère que ça continuera
après ce que nous on est en train de mettre en place, si on n'arrive pas à aller au bout de notre idée, j'espère que d'autres pourront continuer. Ça veut dire que s'il y a des hellénistes au niveau master, doctorat, qui s'engagent aussi dans ces recherches, qui nous écoutent, ils peuvent vous contacter et proposer d'y participer ? Tout à fait. Moi, pour les étudiants, c'est formidable. J'ai des étudiants que j'ai emmenés dans des ateliers de recherche en France ou à l'étranger, au Brésil même, pour certains plus loin, et qui ont participé donc à ces rendez-vous avec des étudiants brésiliens d'ailleurs qui aussi. Et le travail, ça a été dans les 2 équipes françaises et brésiliennes. C'était un projet soutenu par le CNRS. Les étudiants avaient une feuille de route, c'est-à-dire notre méthodologie, notre grille d'analyse des documents, parce qu'on a quand même cette grille, ce cahier des charges, et les étudiants devaient questionner leurs documents, leurs propres documents avec cette grille. Et ça donne beaucoup de choses, parce que souvent les étudiants, ils n'ont pas beaucoup de questions encore dans la tête. Donc on les aide en fait avec ce type de questionnement, et ça les éclaire, ça leur donne des idées, ils voient des choses qu'ils ne voyaient pas. Et moi, c'est vrai que j'ai pas mal d'étudiants en master qui viennent ou à qui je donne des sujets par exemple, sur les lamelles de Dodone, donc le sanctuaire oraculaire de Dodone, sanctuaire de Zeus. Il y a des lamelles de plomb enroulées sous terre qu'on a retrouvées, etc. Ils sont parfois très très difficiles à déchiffrer, 8000 lamelles environ, ils vont pas déchiffrer tout ça, c'est du dialecte, c'est compliqué. Il y en a qui sont édités, heureusement, un certain nombre. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir quand les femmes interviennent sur les lamelles, est-ce qu'elles demandent, est-ce que c'est plutôt un homme qui dit est-ce que je vais épouser une telle, ou est-ce que c'est une femme qui demande est-ce que je peux prendre la mer ou partir faire des affaires. Donc, c'est vraiment de repérer toutes ces actions de femmes. Voilà, les lamelles de Dodone, on en a d'autres. Là, j'ai une étudiante qui est venue me voir tout à l'heure qui travaille sur les défictions, les lamelles de défiction, donc les malédictions, les pratiques magiques. Pareil, il y a des hommes et des femmes, donc c'est intéressant de pouvoir comparer. Et à chaque fois, dans ces travaux de master, il compare les hommes et les femmes, il ne s'occupe pas que des femmes, puisque l'idée, c'est justement d'arriver à comparer et de voir où est-ce que le genre joue, et s'il joue dans ce type de pratique. En vous écoutant, on se dit que dans une période qui est pas simple pour l'université, à la fois à cause de la pandémie et plus généralement pour d'autres raisons, où il y a des logiques parfois très, très pesantes sur le monde de la recherche, de l'enseignement, c'est quelque chose ce projet collectif, qui donne une dynamique, qui donne envie de travailler et de travailler à plusieurs. Oui, il faut résister, il faut continuer pas travailler simplement sur le Covid ou sur les maladies. Tous les sujets, il faut continuer. Et oui, là, je citais l'exemple de cette étudiante que j'ai vue ce matin, par exemple. Bon, les étudiants sont confinés parfois parce que confinés, je veux dire, c'est pas l'obligation. Actuellement, on vit pas sous le confinement, mais ils repartent chez eux. Ils vont pas rester à Paris quand il y a plus de cours en fac, en présentiel, c'est trop cher. Donc ils rentrent chez eux. Donc c'est bien de garder un dynamisme, un enthousiasme et de les entraîner sur des sujets de recherche qui leur permet de voir au-delà que le présent, de les sortir juste des affaires du présent. On peut, avec les outils quand même aujourd'hui, on peut aussi avoir des séminaires, des ateliers qui sont quand même malgré tout, bon certes on va pas prendre un verre à la sortie du séminaire, c'est ce qu'on disait, c'est quand même très dommage, c'est très triste, mais on peut quand même bien échanger. On se voit bien, et surtout on peut avoir des collègues étrangers qui se connectent ou des collègues qui habitent très très loin. Donc il y a d'autres choses qui se passent. Et c'est là-dessus c'est ça qu'il faut valoriser en ce moment, absolument, c'est certain. Est-ce que pour finir, je peux vous demander un conseil de lecture que vous voudriez partager en histoire ou une source ou encore autre chose pour prolonger notre discussion ? Alors, conseil de lecture, moi je veux dire que par rapport à cette thématique, à ce sujet, il y a un livre qui est vraiment très, je trouve, qui mérite d'être lu et qui décrit très bien aussi l'approche. C'est la thèse de Sandra Boringer, qui a été publiée en 2007, l'homosexualité féminine en Grèce et à Rome. Je pense que historiographiquement c'est vraiment important, parce que ce livre il parle de quelque chose sur lequel on pensait qu'on n'avait aucune information, et donc il était impossible de faire l'histoire de l'homosexualité féminine. Donc, tout le monde connaît Foucault, tout le monde connaît l'importance de l'homosexualité masculine dans l'Antiquité grecque, mais du coup, enfin pas du coup, mais disons que c'est comme si on avait l'homosexualité masculine et l'hétérosexualité. Donc il y a tout un domaine aussi de l'érotisme féminin qui était complètement passé sous silence, et je trouve que le travail qu'a fait Sandra, donc qui fait partie de l'équipe Eurycléa, c'est un travail un peu emblématique aussi de notre démarche, c'est-à-dire de aller chercher, c'est un défi en fait, c'est une gageure d'aller essayer de trouver des indices, et c'est compliqué, mais on peut le faire. Voir derrière, voir l'implicite. Nicole Leroux aussi, elle parlait souvent aussi d'aller chercher l'implicite
pour trouver des indices de quelque chose qui n'est pas immédiatement apparent dans les textes. Et je trouve qu'elle a très bien fait, et donc je pense que ça, c'est un bon conseil de lecture. Et après, il y a quand même notre exposition qu'on a fait en ligne. Oui, sortir du gynécée, il faut le signaler. On va mettre le lien sur le site internet Parole d'Histoire. Et le titre lui-même, sortir du gynécée, il est aussi emblématique du projet qui est le vôtre. Oui, puis il est dans un musée virtuel qu'a fondé Christine Barr, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'histoire des femmes, le féminisme en histoire, le musée Muséa, donc à l'université d'Angers. Et elle a accueilli notre projet avec beaucoup d'enthousiasme, très rapidement. Elle a vraiment été formidable. Donc, et elle nous a beaucoup soutenu. Cette exposition, elle a été traduite en anglais, en portugais, bon, pour vous dire aussi un peu l'orientation de nos collaborations. Et donc, je pense que il est facile d'accès et je ne peux pas faire autrement que le recommander. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour une seconde émission consacrée aux femmes dans les sociétés anciennes, à travers l'archéologie du genre que nous présentera Isabelle Algrin. Vous nous trouvez évidemment en ligne sur le site parolehistoire.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt.